Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer de nouvelles observations sur l'objet interstellaire 3I Atlas, qui est définitivement bien surprenant. On parlera ensuite du contrat de l'atterrisseur d'Artemis 3, des nouvelles fusées chinoises et du calcul orbital qui continuent à intéresser de grands noms. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18 h. Vous regardez peut-être cette vidéo sur votre lit pour vous aider à vous endormir. Je le fais souvent et je sais que ça peut aider à calmer les pensées parasites. Trouver le sommeil, ce n'est pas toujours facile et c'est pourtant tellement important. Vraiment, les bonnes nuits, c'est la base des bonnes journées. Et moi, plus je prends de l'âge et plus ça devient vrai. Alors, je peux pas toujours contrôler mon esprit hyperactif, mais il y a un élément qui améliore mes nuits à coup sûr, ma literie Emma. Emma est un spécialiste du sommeil qui offre des matelas, des oreillers et des accessoires. Il développe une technologie du sommeil haut de gamme qui a été reconnue à de multiples reprises. Leur matelas original 2 a été élu meilleur choix par UFC Que Choisir. Avec ses 22 cm d'épaisseur et 3 zones ergonomiques, il offre un maintien exceptionnel pour une bonne position du sommeil. Leurs oreillers nuages Elite ont également été élus produits de l'année 2025. Ils sont réglables en hauteur avec des couches internes modulables. De ce que j'ai pu tester de leur gamme, je crois que c'est mon produit préféré, ça aide vraiment à soulager les tensions du cou. Emma propose également le lit Select, lui aussi élu produit de l'année 2025, qui est super sobre et super pratique avec ses rangements en option. Les matelas Emma sont garantis 10 ans et sont livrés gratuitement. Vous pouvez bénéficier de 100 nuits d'essai pour être sûr que votre achat vous satisfait. Les retours sont eux aussi gratuits. Avec les fêtes qui arrivent, ça peut être l'occasion de se faire un beau cadeau qui améliorera votre qualité de vie générale, et en plus sans trop casser la tirelire. À l'occasion du Black Friday, vous pouvez en effet bénéficier de jusqu'à 50% des réductions entre le 30 octobre et le 1er décembre. À ça, vous pouvez ajouter 10% supplémentaires sur les produits en promotion grâce au code HugoLisoireYT, qui est valable jusqu'au 1er décembre. Et je le précise, ça ne marche que sur les produits déjà en promotion. Si ça vous intéresse, je vous oriente vers les liens qui sont en description sous la vidéo, et nous, on retourne aux actualités spatiales. Depuis début juillet, les astronomes de la planète entière traquent un nouvel objet dans le ciel, une comète interstellaire 3I Atlas. Cet objet est venu d'un autre système, potentiellement plus ancien que le nôtre, et a traversé les immenses vides interstellaires pour venir nous rendre visite. C'est le troisième objet de ce type à avoir jamais été détecté. Il y a un mois, on a réalisé une vidéo pour résumer quelques-unes des découvertes qui ont été faites à son sujet, et qui le rendent très particulier. On peut noter sa trajectoire, qui pourrait indiquer une origine venant du disque épais de la Voie lactée. C'est notamment ce qui pointe vers un âge potentiellement bien plus avancé que le Soleil. Sa composition chimique, et notamment son abondance en dioxyde de carbone, le distingue également. Il a des ratios bien plus élevés que toutes les comètes à longue période du système solaire. C'est une particularité qui nous permet de spéculer sur son lieu de formation ou sur les milieux qu'il a traversés pour arriver jusqu'à nous. Depuis juillet, les observations ont continué. Atlas a notamment pu être scruté par des sondes martiennes lors de son passage au plus près de la planète rouge. Mercredi dernier, l'objet a passé son périhélie. Il a atteint sa distance minimale au Soleil. À partir de maintenant, il commence à nouveau à s'éloigner de notre étoile. Et comme c'est un objet interstellaire, il ne reviendra jamais. Il nous reste encore quelques précieux mois d'études avant de le perdre définitivement de vue. Et la moisson de surprises continue. Dernier exemple en date, avec son arrivée à son périhélie, 3I Atlas est devenu beaucoup plus lumineux. C'est un phénomène normal. En se rapprochant du Soleil, l'objet chauffe et se sublime de plus en plus. Il émet donc une quantité accrue de poussière, et cette poussière réfléchit la lumière, d'où l'accroissement de luminosité. Ce qui est surprenant en revanche, c'est à quel point il est devenu plus lumineux. Sa luminosité a augmenté en proportion beaucoup plus vite que celle des comètes à longue période du système solaire. L'observation a été faite grâce à 2 satellites de l'observatoire solaire Stéréo. Ils sont en orbite autour du Soleil et ont été dans une position favorable ces derniers temps pour observer 3I Atlas. L'objet est en effet quasi invisible depuis la Terre. Par le hasard de la mécanique céleste, notre planète se trouve de l'autre côté du Soleil par rapport à lui, ce qui rend les observations impossibles.
Elle devrait cependant pouvoir reprendre vers le milieu ou la fin du mois. Bref, le pic de luminosité d'Atlas pourrait avoir plusieurs explications. La première, c'est sa vitesse. L'objet a foncé vers le Soleil bien plus vite qu'une comète du nuage de Oort. Cela a pu donner lieu à une montée en température plus brutale et un dégazement plus violent. Autre possibilité, la chimie exotique de la comète interstellaire. Depuis sa découverte, des indices pointent vers une composition assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le système solaire. Il y a les ratios de CO2, mais aussi la présence de nickel. Une équipe travaillant avec le VLT avait observé fin juillet des vapeurs de nickel dans la queue de la comète, alors qu'elle était encore à presque 4 unités astronomiques du Soleil. Elle était encore soumise à des températures bien trop faibles pour sublimer du métal. Et les instruments du VLT n'ont par ailleurs pas détecté de fer dans la queue, ce qui aurait été un indice que cette sublimation avait bien lieu. C'est donc qu'il doit y avoir un autre processus qui libère du nickel. Le métal pourrait par exemple se trouver dans des molécules qui sont brisées par la montée en température. Ce qui semble de plus en plus certain, c'est que la chimie de 3i Atlas est inhabituelle. Et c'est assez compréhensible quand on se souvient que l'objet provient d'une autre étoile, et peut-être aussi d'une autre époque de l'univers. S'il est bien originaire du disque épais de la Voie lactée, il pourrait avoir entre 7 et 13,5 milliards d'années. Des observations plus intenses vont reprendre d'ici quelques semaines quand l'objet sera plus simple à observer depuis la Terre. Il deviendra cependant de plus en plus difficile à voir avec son éloignement croissant. Cela aura un double effet sur sa luminosité. Étant plus loin, il nous apparaîtra plus petit, mais il sera également intrinsèquement moins lumineux. Ses températures vont chuter avec son éloignement du Soleil et son activité cométaire va se calmer. On devrait finir par perdre sa trace dans les premiers mois de 2026. Il faudra alors attendre l'objet interstellaire suivant, qui aura peut-être une histoire complètement différente à nous raconter. La semaine dernière, on a évoqué le fait que la NASA souhaite rouvrir le contrat du Starship en tant qu'atterrisseur d'Artemis 3. L'architecture développée par SpaceX est vue comme trop complexe, trop longue à développer. Le principal reproche qui lui est fait s'articule autour du grand nombre de vols de ravitaillement nécessaires. Jusqu'à 10 ou 15, on ne sait pour le moment pas vraiment. SpaceX a démontré une cadence de vol de 3 à 5 décollages par an avec le Starship. On est donc encore très loin du compte. Il faut par ailleurs faire la démonstration de la manœuvre de ravitaillement orbital et prouver qu'un atterrisseur de plus de 50 mètres de haut peut se poser en toute sécurité sur un sol non préparé et probablement pas très plat. Les défis sont énormes et le calendrier serré. Aussi, d'autres atterrisseurs pourraient s'inviter dans l'équation. Vous allez voir dans la vidéo abonnée qui deviendra publique dimanche que certaines solutions existent déjà de manière non officielle. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la réaction de SpaceX. L'entreprise américaine a bien conscience qu'elle risque de se faire évincer d'un contrat juteux. Et elle compte donc proposer sa propre solution au problème. Le 30 octobre, l'entreprise a posté un long article sur son site pour présenter sa vision. Elle y rappelle tous les progrès qui ont déjà été réalisés. Le travail sur l'ascenseur, le profil de poussée du Raptor, le développement de l'adaptateur d'amarrage pour se docker à Orion où il y a eu un gros travail sur la partie software. Sur les photos d'ailleurs qui accompagnent l'article, on peut voir ce qui ressemble probablement aux capteurs et aux logiciels qui aideront à l'alunissage. SpaceX annonce également avoir commencé la fabrication d'une cabine qui serait un prototype de vol. Elle abritera tous les systèmes de support vie, l'avionique, l'alimentation électrique, etc. C'est cependant la partie suivante qui nous intéresse. SpaceX annonce sans trop donner de détails qu'ils ont entendu l'appel de la NASA et qu'ils travaillent depuis sur une architecture de mission simplifiée. Est-ce que cela signifie une version fondamentalement différente du Starship ou un profil de vol qui nécessite moins de ravitaillement avec le même hardware? Impossible à dire. L'entreprise communique qu'elle pense que cela permettra d'accélérer le retour sur la Lune et d'améliorer la sécurité de l'équipage. Encore une fois, on a exploré une des solutions possibles dans la vidéo que vous verrez dimanche. Je suis très curieux d'en apprendre plus. Ce qui est presque certain, c'est qu'il faut diminuer le nombre de ravitaillements nécessaires si la course avec la Chine est un objectif que les États-Unis veulent se donner.
Pékin n'a en effet pas l'intention d'attendre. Dans une conférence donnée jeudi dernier, Zhang Jianbo, le porte-parole du programme habité chinois, a réitéré une nouvelle fois que tout était en ordre pour que les premiers astronautes du pays arrivent sur la Lune avant 2030. Je cite, « Notre objectif de poser une personne sur la Lune avant 2030 est ferme. » Fermez les guillemets. Il a souligné l'état d'avancement de la fusée Long March 10, de l'atterrisseur et des combinaisons du pays. On devrait voir tout ce matériel commencer à mener des missions test à partir de 2026 ou 2027. Et ça ne repose que sur les capacités nationales du pays. Quand on regarde le New Space chinois, les nouvelles sont tellement nombreuses qu'on commence à avoir un sérieux train de retard sur la chaîne. Max fera probablement une vidéo dédiée pour mettre tout ça au clair dans les semaines qui viennent. On vous a parlé de Landspace qui arrive sur le pas de tir avec la Juche 3, qui est littéralement une Falcon 9 au méthane. Il faut également qu'on évoque rapidement K-Space et sa Kinetica 2. On a vu les images d'une visite d'usine récemment sur la télé chinoise et les progrès sont impressionnants. Le premier lanceur est essentiellement construit, avec un premier étage, un second étage et une coiffe qui ont l'air prêts à voler. Ce qui n'est guère étonnant quand on se rappelle que l'entreprise vise un premier vol dès cette année. Ce qui impressionne le plus, c'est qu'à l'instar de la Juche 3, on ne parle plus de micro-lanceurs ou même de lanceurs légers. La Kinetica 2 doit permettre de placer jusqu'à 12 tonnes en orbite basse. Avec ses 53 mètres de haut et 3,35 m de diamètre, elle est clairement dans la classe des lanceurs moyens. Et ce n'est pas tout. Il faudra aussi qu'on évoque dans une vidéo dédiée les progrès des lanceurs AS1, Changlong 3 ou Nebula 2 qui arrivent au même niveau de maturité et qui sont toutes plus ou moins des équivalents de la Falcon 9. Le New Space chinois est en train de développer une demi-douzaine de lanceurs lourds avec une rapidité déconcertante. Une dizaine d'années après la révolution Falcon 9, les capacités de lancement pourraient connaître un nouveau choc de prix. Le Starship et cette nouvelle génération de lanceurs réutilisables va peut-être permettre d'amener le coût du kilo en orbite basse beaucoup plus bas. La question qu'il faut donc se poser est quelles applications vont en profiter. On sait que les méga constellations de télécom vont continuer à se développer. Starlink, Kuiper, Qianfan ou Iris Square vont pouvoir lancer plus de satellites, plus gros, plus souvent. Peut-être qu'ainsi, dans 10 ans, la majorité du trafic internet de la planète passera par l'espace. Il y a quelques mois, on avait exploré en vidéo une autre application, la mise en orbite de serveurs et de fermes de calcul informatique. Les besoins sont énormes et croissent très vite. L'impact environnemental sur Terre est énorme et les choses ne vont pas s'arranger. On se souvient des prévisions assez dingues d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui disait que l'intelligence artificielle pourrait représenter à terme 99% des besoins énergétiques de l'humanité. Avec de telles prédictions, on a donc vu ces derniers mois émerger des projets d'immenses serveurs orbitaux. Soit des stations regroupant plusieurs kilomètres carrés de panneaux solaires, soit des constellations où les capacités sont distribuées sur un grand nombre de satellites. Pour plus de détails, je vous renvoie au dossier en question. Ce qui apparaît évident ces dernières semaines, c'est que l'idée est traitée de plus en plus sérieusement par de plus en plus d'acteurs. La semaine dernière, c'est Elon Musk qui a annoncé que SpaceX allait s'y mettre. Le gros avantage de l'entreprise, c'est qu'elle dispose déjà de toute l'infrastructure nécessaire. Elle a les capacités de lancement et un bus qui ferait l'affaire. La V3 de Starlink pourrait ainsi être modifiée pour accueillir des cartes de calcul plutôt que des antennes. Les capacités de communication par laser et les grands panneaux solaires de cette version des satellites rendraient le projet viable. Une ferme de calcul sous forme de constellation offre cependant des défis qui sont moins présents pour une mégastructure. Le plus important, c'est que les cartes de calcul ont besoin d'être changées souvent. La capacité de développement de Nvidia semble par exemple largement dépasser la loi de Moore, du moins pour le moment. Un satellite lancé avec des cartes en 2025 serait probablement obsolète avant 2030. Si on lance 10 000 satellites pour obtenir une capacité de calcul importante, c'est donc qu'il faudrait en relancer 10 000 tous les quelques années. L'avantage d'une architecture autour d'une méga station orbitale, avec une immense surface de panneaux solaires, c'est qu'on peut se permettre de ne changer que les cartes, en gardant tous les panneaux solaires, ce qui représente beaucoup moins de lancements. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'NVIDIA vient d'annoncer un partenariat avec StarCloud, l'entreprise qui veut faire une méga station qu'on vous a présentée dans le dossier dédié. Le géant des puces se lance donc lui aussi dans la bataille, et il a choisi le type d'architecture qu'il estime pertinent. Alors peut-être que SpaceX a beaucoup d'argent, mais Nvidia en a considérablement plus. Avec une capitalisation boursière qui dépasse les 4000 milliards de dollars, c'est tout simplement l'entité privée la plus riche du monde, et de loin. Eric Schmidt, SpaceX, Nvidia,
L'intérêt pour le calcul orbital est en train de devenir bien moins anecdotique et on a peut-être là l'application qui va faire les géants spatiaux de demain. On espère donc qu'en Europe, ces développements sont déjà suivis de près, histoire de ne pas prendre le train avec beaucoup de retard. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de jusqu'à 50% de réduction sur le site d'Emma jusqu'au 1er décembre. Et grâce au code HugoLisoireYT, vous pouvez ajouter 10% supplémentaires sur les produits en réduction. Je vous invite à suivre tout ça en description sous la vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques, on y répondra dans une prochaine vidéo. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier d'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.